Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'hommage unanime à Raymond Devos, l'humoriste belge est mort chez lui à Saint-Rémy-les-Chevreuses, quelques mois après un accident vasculaire cérébral. Jacques Chirac salue un funambule des mots. Raymond Devos avait 83 ans. La crise de confiance continue pour Airbus et EADS. On apprend que le coprésident Noël Forgeard et plusieurs membres de son entourage ont vendu des actions quelques semaines seulement avant la révélation des difficultés et la chute du titre. Ils ont réalisé plusieurs millions d'euros de plus-value. À Liège, après la disparition de 2 fillettes, la justice belge semble convaincue de la culpabilité du principal suspect. Il a été inculpé et incarcéré, mais dément toute responsabilité. Des fouilles à grande échelle ont repris aujourd'hui dans la région. Le coup d'envoi d'un énorme chantier pour redonner vie au Mont-Saint-Michel. Les pelleteuses seront au travail demain matin pour désensabler le site. L'opération va durer 6 ans, mais le Mont-Saint-Michel restera ouvert au public. La résurrection des talibans en Afghanistan, un attentat revendiqué a fait 10 morts à Kandahar, la plus grande ville du sud du pays. 4 ans et demi après l'intervention occidentale, la coalition peine à maintenir la paix. Enfin, la Coupe du Monde, Raymond Domenech demande à ses joueurs de réagir dimanche face à la Corée. Il faut lâcher les chiens, dit-il. Par ailleurs, avec l'Allemagne, l'Équateur qui a battu le Costa Rica et l'Angleterre qui a battu Trinidad et Tobago sont les 2 autres qualifiés pour les 8e de finale. Et puis notez que Ségolène Royal sera l'invitée tout à l'heure de Questions ouvertes, juste après ce journal. Elle répondra aux questions de Gilles Leclerc. C'était une figure singulière de l'humour depuis plus de 50 ans. Il était aussi musicien, jongleur et même romancier. Raymond Devos est donc mort ce matin près de Paris. Il avait été hospitalisé récemment pendant plusieurs mois. Abdel Mostefa, Éric Delagneau. C'est capital le rire. On ne se rend pas compte. On ne s'intéresse pas au rire comme on devrait. C'était il y a 2 ans. Sa dernière interview chez lui, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le rire a une signification formidable. C'est grâce au rire qu'on oublie aussi l'idée de mort. Et quelqu'un qui vous a fait aussi bien oublier la mort, ça ne s'oubliera pas de sitôt. C'était un chercheur. C'était un chercheur de mots. Il était dans sa maison de la vallée de Chevreuse, là. Il était comme dans son laboratoire, quoi. Voilà. Pour nous, c'est comme un papa qui s'en va. Moi, je viens de perdre mon deuxième père. Parce qu'il a su, depuis longtemps, nous ouvrir des voies, des canaux d'expression absolument inatteignables. Tellement destiné à faire rire qu'il est né en Belgique, patrie de la blague, dans une maison cossue à Moucron. La suite aurait pu être moins drôle après la faillite de son père. Mais à Tourcoing, où sa famille s'est installée, Raymond trouve sa voie. Avec mes frères, tous les 3, on était là-haut sur la pente, et on faisait un numéro de clown pour les gosses du coin qui étaient là. Incroyable. Incroyable trajectoire de celui qui a quitté l'école à 13 ans pour devenir apprenti tailleur, mais qui après la guerre décide qu'il ne sera pas ouvrier, ni chez Renault, ni ailleurs. Il sera amuseur avec la langue française comme terrain de jeu. Vous savez, les autodidactes sont ceux qui finissent par avoir une vraie culture. C'est formidable parce qu'ils ont forgé leurs mots. Ils ont étudié plus que les autres, parce qu'ils n'avaient pas la même expérience, disons, écolière. Je boucle la valise. J'ai pour prendre le car. Je demande à l'employé pour quand, quelle heure. Il me dit pour où? Je lui dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Moi, j'ai très vite pris conscience que j'étais fait pour distraire, pour amuser. Hein. Il faut certaines qualités et surtout certains défauts. De vrais défauts, honnêtement, on ne lui en connaissait pas. Comment voulez-vous que je déchiffre à chaque fois la partition s'éloigne? Gag. Pendant 50 ans, Raymond Devos saura jouer, avec jubilation, avec les notes, avec les mots. Éteignez les lumières puisque le clown est mort. Éteignez les lumières puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Le monde du spectacle salue ce soir son originalité, sa drôlerie. Raymond Devos, on l'a entendu, était aussi un amoureux des mots et c'est sans doute ce qu'on retiendra d'abord de lui. Certains de ses textes figurent d'ailleurs dans les manuels scolaires. Olivier Lenuzza, Claude Crespo. Si l'archer lui jouait parfois de drôles de tours,
la plume à jamais lui est restée fidèle. Une complicité de 50 ans. Quelquefois, je suis en train d'écrire quelque chose, de composer quelque chose, et puis peut-être une certaine lassitude, comme ça, je m'endors. Et aussitôt, je suis rappelé à l'ordre. Bon, pardon. Une fois rien, c'est rien. Bon. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. D'accord. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Il était peuplé de mots. C'est lui, c'était les mots. Vous voyez des mots qui jouaient, qui l'accompagnaient, comme des anges peuvent accompagner quelqu'un. Et alors il jouait avec tous ces mots. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. On dit souvent que c'est un jongleur de mots, et ça nous plaisait beaucoup à tous les deux, parce qu'on avait fait cette remarque que le jongleur, en latin, en occitan, en ancien français, c'est le joueur, c'est-à-dire celui qui joue avec les mots et qui, en faisant cela, crée quelque chose de nouveau. Il reçut de nombreuses distinctions, mais la plus belle était pour lui de voir ses textes étudiés à l'école. Je me promets avec mon chien que je tenais en laisse, comme ça. Je rencontre une dame avec sa petite fille. J'entends la dame qui dit à sa petite fille: Va caresser le chien. La petite fille est venue me caresser la main. La dame a ajouté: tu vois qu'il n'est pas méchant. C'est un petit peu plus expressif que n'importe quel texte. Raymond Devos, c'est quelqu'un qui me plaît parce que il y a plein, c'est comme des poésies marrantes. C'est mon petit final surprise. Poète, romancier, clown, équilibriste, ironie Raymond Devos. J'aurais voulu être un harpiste. Roi de la langue française, ne peut être défini en un seul mot. Ah, je suis tombé en panne. Et sachez qu'Envoyé spécial a modifié sa programmation ce soir pour rendre hommage à Raymond Devos. L'équipe avait consacré un reportage au comédien il y a quelques mois. Vous le reverrez dans son intégralité avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Justice, la suite du procès de David Otia, accusé de l'assassinat de la famille Flactif au Grand Bornand. Il a livré aujourd'hui ce qu'il appelle sa version du drame. Une histoire confuse et rocambolesque où 2 inconnus auraient fait irruption dans le chalet alors qu'ils s'y trouvaient avant de tuer toute la famille et de disparaître. Les proches des victimes n'ont pas caché leur incrédulité et leur agacement. Rappelons que David Otia avait fait des aveux circonstanciés avant de se rétracter. En Belgique, les recherches ont repris à grande échelle pour tenter de retrouver les 2 fillettes disparues près de Liège. À l'issue de sa garde à vue, le principal suspect a été inculpé et écroué, bien qu'il démente toute responsabilité. Amaury Guibert, Rémi Poissonnier sur place. La rue a été bouclée en début d'après-midi. Les enquêteurs sont là en grand nombre. Ils perquisitionnent une nouvelle fois le domicile du principal suspect, une chambre au 1er étage. Dans le quartier, la nouvelle circule vite. La mère d'une des 2 fillettes arrive aussitôt sur les lieux. Au plus vite on trouve les petites, ça me rassurera. Bon, sinon je vais craquer. Le domicile du suspect est à quelques dizaines de mètres du bar où les 2 fillettes ont été vues pour la dernière fois. Stacy, 7 ans, et Nathalie, 11 ans, disparues depuis maintenant 6 jours. Hier soir, un homme a été inculpé pour enlèvement et séquestration. Un récidiviste déjà condamné 2 fois pour viol sur mineur. Il était dans le bar le soir de la disparition. Il a fui 3 jours avant de se rendre à la police. Mais devant les enquêteurs, il a nié en bloc être lié à l'affaire. Nous avons maintenant un suspect qui est inculpé. Il faut continuer, même dans d'autres directions. La thèse accidentelle, bien sûr la thèse de l'enlèvement en ayant caché les gamines quelque part. Il faut vérifier, c'est une course contre la montre. Si ces fillettes sont en vie, ce que j'espère beaucoup, c'est une course contre la montre. Et toute la journée, plusieurs dizaines de policiers ont encore ratissé le quartier, sondé les fonds de la Meuse toute proche. Il y a 10 ans, dans cette même ville débutait l'affaire du Trou et ce fut un fiasco pour la police et la justice belge. Aujourd'hui, elles entendent bien montrer qu'elles en ont tiré les leçons en déployant des moyens très importants. La série noire continue, je vous le disais, pour Airbus et EADS. Après la crise industrielle, voici les interrogations éthiques. L'autorité des marchés financiers a en effet indiqué que le coprésident Noël Forgeard, mais aussi ses enfants et d'autres dirigeants du groupe, ont vendu des actions pour plusieurs millions d'euros juste avant le début de la dégringolade du titre. Les syndicats s'interrogent, les analystes financiers aussi. Vincent Fourcade, Philippe Luzzi. Hier à la bourse, en une journée, EADS aura perdu 6 milliards d'euros.
Mais dans l'affaire, il n'y a pas eu que des perdants, car certains ont pu vendre à temps leurs actions. Mi-mars, le coprésident d'EADS, Noël Forgeard, vend au total 162 000 titres et engrange une plus-value de 2,5 millions d'euros. Ses 3 enfants et des hauts dirigeants de ADS en feront autant. 2 semaines plus tard, surprise, l'action commence à décrocher. A priori, rien d'illégal, à moins que ces personnes n'aient disposé d'informations privilégiées pour les observateurs. Cela ne serait pas vraiment surprenant. Si dans une société comme EADS, les dirigeants, les cadres supérieurs ne sont pas informés de ce qui se passe, ça pose un gros problème en termes de contrôle des risques. Mais Noël Forgeard et les siens ne sont pas les seuls à avoir eu du flair. Car le groupe Lagardère aussi a vendu des actions EADS avant que ne soient officialisés les retards de livraison d'A380. Arnaud Lagardère parle de coïncidence et réfute tout délit d'initié. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous n'avions pas d'informations. J'ai le choix de passer pour quelqu'un de malhonnête ou d'incompétent qui ne sait pas ce qui s'est passé dans ces usines. J'assume cette deuxième version. Pourtant, à Blagnac, où est assemblé le très gros porteur, beaucoup de monde semblait savoir depuis un moment qu'Airbus ne pourrait pas tenir ses délais de livraison. Le patron était informé, mais les salariés n'étaient pas complètement en dehors du coup. On savait très bien que l'A380 allait subir des retards de livraison. C'est pas un scoop. Ce soupçon de délit d'initié, un nouveau coup dur pour EADS, déjà éclaboussé par l'affaire Clearstream, au travers de Jean-Louis Gergorin, ancien numéro 2 du groupe européen. Noël Forgeard n'a pas encore commenté ces informations. Toujours à propos d'économie, la fin de la grève à l'ANPE, elle aura duré 24 heures. Les syndicats protestaient contre le suivi mensuel des chômeurs instauré en janvier dernier et qui est mené en commun avec les ACEDIC. L'assurance chômage qui est par ailleurs confrontée à des fraudes de plus en plus massives. À côté des abus individuels, il y a maintenant des escroqueries organisées. Pendant longtemps, elles ont été sous-estimées. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Enquête, Sophie Rodier, Alexandra Renard. Face aux gendarmes, un faux chômeur, 29 ans, inconnu de la justice jusqu'alors, il ne s'attendait pas à être convoqué. Les faits qui seront reprochés, c'est escroquerie en bande organisée, faux usage de faux et tentative de ces 2 délits. Il encourt 10 ans de prison. Lorsqu'il était étudiant, il s'est fait passer pour un salarié licencié. Il a reçu pendant 1 an de confortables indemnités sans avoir jamais travaillé. Vous perceviez combien tous les mois? 2000 Ouais, 2000 euros. J'ai touché à peu près pendant 10 ou 12 mois, quelque chose comme ça. Vous avez déclaré que vous avez perçu 28 000 euros, 453. Ouais, en tout cas, ça correspond à ça? Ouais, à peu près. Il en a gardé la moitié, l'autre est allé au cerveau de l'escroquerie. Un chef d'entreprise bidon avec des employés fictifs. Bureautique, communication, ces gendarmes spécialisés l'ont vite compris. Les activités déclarées sont vagues, les adresses ne correspondent à rien. 90% ce sont des coquilles vides. Elles ont une existence légale parce qu'elles sont enregistrées au tribunal de commerce, mais elles n'ont pas d'activité commerciale par derrière. Après quelques mois d'existence, la société se met en liquidation. Les faux employés deviennent de vrais chômeurs qui touchent une indemnité. Les escrocs fournissent toutes les pièces qui permettent de s'inscrire aux ACEDIC. Les gendarmes ont pris l'habitude, ils appellent ce genre de document le kit ACEDIC. Pour 1 000 à 5 000 euros, tout y est, faux contrats, fausses fiches de paye et même le petit mémo à réciter en cas de contrôle. Des détails sur la soi-disant société, tous faux bien sûr. La société X a pour objet la vente aux professionnels de matériel de bureautique en tout genre, environ 150 mètres carrés, 2 grands bureaux vitrés, un atelier au sous-sol. Avant, c'était un travail artisanal où chacun pouvait se confectionner son kit à son niveau. C'est ce que là, vous avez quand même des gens qui se sont spécialisés là-dedans, qui sont connus pour ça et qui ne vivent et qui ne font que ça. Pour cet expert, les arnaques aux ACEDIC sont entrées dans une nouvelle ère, celle du crime organisé. Il y a une reconversion très nette du crime organisé qui a toujours certaines activités traditionnelles, mais qui s'engouffrent maintenant dans des activités encore plus lucratives, qui se montent facilement ou relativement facilement et qui leur permet d'obtenir des bénéfices qu'ils vont réinvestir dans leurs activités traditionnelles comme le proxénétisme, le trafic d'êtres humains, les vols en bande organisée. Pour lutter contre ces escroqueries, les ACEDIC ont mis en place un contrôle systématique des papiers d'identité pour les nouveaux inscrits. Économie estimée pour l'ACEDIC de Paris, plus de 4 millions d'euros en 1 an.
Je vérifie les points de contrôle de la pièce d'identité, donc les petites lumières qui ressortent, et notamment si la pièce d'identité ressort en fluorescent. Ça, c'est pour les fraudeurs isolés. Mais pour lutter contre les mafias, l'Unédic s'est décidé à recruter 30 enquêteurs dirigés par 7 hommes. Et ils ont obtenu quelques résultats. As de cœur, mule noire, des noms dignes d'un polar. En un an, 19 affaires de fraude en réseau ont été mises au jour. 80 millions d'euros de préjudice, affirme l'Unédic. Il ne faut pas extrapoler sur des chiffres inexacts. Lorsqu'on dépose une plainte, on la dépose au centime près. Donc ce sont ces chiffres qu'il faut retenir et rien d'autre. 80 millions, c'est une estimation, mais il y a sans doute d'autres affaires. Ce n'est pas une estimation, c'est une réalité. Alors, il est vrai qu'en matière de fraude, par définition, on ne peut jamais garantir l'exhaustivité. Autrement dit, le chiffre officiel correspond à ceux qui se sont fait prendre. Certains experts pensent, eux, que la fraude atteint 1% de l'activité de l'Unédic. Cela donnerait 300 millions d'euros d'escroquerie par an, beaucoup plus que les chiffres officiels. On reste dans le domaine social. Ce qui suit va vous intéresser si vous avez 3 enfants ou plus. La nouvelle carte famille nombreuse a été présentée aujourd'hui. Elle est désormais disponible et elle offre des réductions d'un nouveau genre, bien au-delà des transports. 22 entreprises sont partenaires. Christelle Marty, Yann Moin. Et aujourd'hui, ça a bien marché ou pas Ça fait conjugaison, je crois. Retour de l'école. La famille Volpert est quasiment au complet. Il manque l'aîné, Jean. En tout, 4 enfants. Ça suffit? 4 gourmands à nourrir et pour ça, toute une cargaison de goûter. Qu'est-ce qu'il y a? J'achète 5 boîtes de céréales minimum pour la semaine. Pour les goûters, c'est pareil, j'achète 10 paquets de gâteaux. Donc, ouais, ça fait des grosses quantités. J'en ai environ pour 150-200 euros par semaine. Un budget alimentation qui pèse sur le foyer. Avec la carte famille nombreuse de la SNCF, les Volpert se déplaçaient moins cher. Elle s'étend désormais à d'autres secteurs, une bonne nouvelle. Je pense qu'elle peut nous aider et puis faire profiter les enfants. Je pense que c'est bien qu'ils puissent aussi avoir les mêmes avantages que les familles de 2 enfants. Les avantages de cette nouvelle carte, entre 5 et 30% de ristourne dans une vingtaine d'établissements, musées, parcs de loisirs, magasins d'électroménager. Pas très solidaires, les cinémas et la plupart des hypermarchés n'ont pas joué le jeu. La carte s'adresse aux familles d'au moins 3 enfants, aux monoparentales. Pour les familles recomposées, le foyer doit compter au moins 5 enfants à charge. 2 800 000 Français utilisent la carte SNCF. Il pourrait être 7 millions à bénéficier de la nouvelle version. Le coup d'envoi des grands travaux autour d'un des sites les plus célèbres de France, le Mont Saint-Michel. Il s'agit de le désensabler. Le chantier est énorme. Il va durer 6 ans. Dominique de Villepin est attendu demain matin sur place. Mais les premiers coups de pioche ont été donnés tout à l'heure. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Dans les prés salés du Mont Saint-Michel, les engins de chantier ont enfin pris leur quartier. Et ce matin, les tout premiers préparatifs viennent de commencer, notamment pour sonder le sous-sol sablonneux de la baie. On est toujours les précurseurs sur tous les gros œuvres ou partout sur toutes nos interventions. On intervient toujours avant réalisation des travaux. L'énorme chantier qui va durer 6 ans n'a qu'un seul but, désensabler la baie du Mont Saint-Michel qui, année après année, s'est comblée de sédiments. Alors ici, la première urgence sera de construire un nouveau barrage hydraulique sur le Couesnon, la rivière qui se jette dans la baie. Grâce à lui, à chaque marée haute, de l'eau de mer sera retenue 1,5 million de mètres cubes qui seront relâchés à marée basse, une sorte de chasse d'eau permettant de renvoyer progressivement les sédiments vers la mer. Toutes les baies du monde se remplissent et se colmatent, sauf que dans la proximité du Mont Saint-Michel, la main de l'homme a accéléré le processus. Et du coup, le mont qui était à environ 4 km des côtes se retrouve à quelques centaines de mètres. Et si on ne fait rien, en 2042, il est entouré d'herbe. Pour gagner la partie, il faudra aussi supprimer l'actuelle digue-route qui bloque la circulation des courants et la remplacer par un pont-passerelle d'environ 1 km sur lequel circuleront des navettes afin d'acheminer les visiteurs. Mais pendant ces travaux, le mont restera ouvert, tourisme oblige. Ce sera très très bien pour les commerçants. Bon, je pense que, en général, lorsqu'on voit à l'échelon français, lorsqu'il y a des grands travaux, comme le viaduc de Millau, c'est vrai que ça déplace beaucoup de monde et il faudra venir le voir. Budget 200 millions d'euros, mais si tout va bien, le Mont Saint-Michel redeviendra une île d'ici 15 ans.
L'ouverture à Paris du Salon des énergies renouvelables. Rarement il aura connu un tel engouement, car vous le savez, le pétrole a atteint des sommets depuis un an. Il s'agit des énergies solaires, thermiques, photovoltaïques, éoliennes et bien d'autres. Où en est la France et que peut-on attendre exactement de ces énergies? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Monteil, Christophe Vignal. Les énergies renouvelables, c'est facile et ça marche. Démonstration avec ce tapis magique. En rouleau sur la toiture. Quand on le retourne, voilà, le ventilateur ne fonctionne plus. On le remet à la lumière immédiatement. Ça produit de l'énergie. Sur ces hangars de stockage, les toits se sont transformés en moquettes électriques. Tous ces panneaux photovoltaïques viennent de Californie. Ils produisent la moitié de l'énergie consommée par le bâtiment, trop juste pour être rentable. C'est un investissement d'1,7 million d'euros, donc c'est très lourd. 20 ans pour rentabiliser ce toit solaire. En revanche, chez soi, la maison bioclimatique s'amortit en 5 ans. Vous avez ici 14 mètres carrés de capteurs solaires qui, dans l'année, vous nous chauffez à peu près, ça représente 20% à peu près du chauffage. Bilan, 1000 € d'économie par an sur la facture énergétique. Et pour accélérer les choses, l'État propose un crédit d'impôt de 50% pour l'achat d'une source d'énergie renouvelable. Exemple, un chauffe-eau solaire de 4 mètres carrés, valeur 4 300 €, revient à 2 150 €. À ce prix-là, il y aura peut-être bientôt des champs d'éoliennes sur les Champs-Élysées. Ne souriez pas trop vite, les premiers moulins à vent débarquent sur les toits de Paris l'an prochain avec un design de tambour de machine à laver. De ce type-là devrait produire environ 14 000 kWh par an, ce qui correspond à peu près à l'alimentation d'un ascenseur pendant un an. Trop visibles les éoliennes, certains les imaginent déjà tapis sous l'eau en plein courant marin, ou dans les airs à 4 km d'altitude, là où les vents soufflent à 400 km/h. Pendant que certains regardent le ciel, d'autres creusent sous terre, comme ici, en Alsace. 2200 mètres. 2200 mètres, tu descends la sonde. Cet ancien puits de pétrole s'est reconverti en puits géothermique. À 5 km sous terre, il existe de l'eau à 200 degrés. En la remontant, on peut actionner une centrale électrique, puis réinjecter l'eau sous terre. Si vous pouviez avoir accès à cette chaleur de façon facile, vous pouvez abandonner tout le reste. Le seul problème, c'est que l'accès est très compliqué. C'est aussi compliqué que d'aller dans les étoiles. Pour l'instant, 12% de notre électricité provient d'énergie renouvelable. Pour atteindre les 21% exigés par l'Europe en 2010, il faudra peut-être s'inspirer de la Grande-Bretagne et semer des éoliennes en pleine mer. L'Europe, justement, avec l'ouverture à Bruxelles du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, sommet consacré en particulier aux institutions et à la possibilité de rebondir après le rejet par la France et les Pays-Bas du projet de constitution. Officiellement, le ton est à l'espoir. Adieu tristesse, cela devrait être notre slogan, a même lancé le président en titre de l'Union, le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel. En fait, personne ne se fait d'illusions et chacun semble résigné à attendre les élections à Paris et à La Haye l'an prochain avant de prendre une initiative. L'ONU lance une campagne de prévention des catastrophes naturelles dans les écoles. Il s'agit notamment de sensibiliser les enfants à ces catastrophes et d'améliorer la construction des bâtiments scolaires. L'éducation a un rôle crucial. D'ailleurs, l'une des ambassadrices de cette campagne est une fillette britannique qui avait sauvé la vie de dizaines de touristes au moment du tsunami en Asie, car elle avait appris à l'école comment se formait la vague. Christian Autin, Thierry Breton. Tilly n'a que 11 ans. Et pourtant, elle a sauvé sa mère d'une mort certaine. Ce matin du 26 décembre, la fillette est à Phuket en vacances avec ses parents lorsqu'elle voit la vague géante déferler au loin. La même qu'elle a déjà vue dans un cours de géographie sur les tsunamis 15 jours auparavant. J'ai vu de l'écume sur la mer et c'était exactement la même chose que j'avais vu sur la vidéo à l'école. J'ai senti qu'il se passait quelque chose comme un tsunami. Et ça devenait de plus en plus gros et ça se rapprochait. Elle criait, elle hurlait en disant il faut partir. Mon mari et mon autre fille disaient la même chose, ça m'a convaincue. Si je n'avais pas quitté la plage, elle ne m'aurait pas revue. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Grâce à cette réaction salutaire de la petite fille, une centaine de touristes alertés à temps ont pu échapper à la mort sur la même plage. Depuis, la jeune Britannique a été décorée pour son geste
salué dans le monde entier. Je me sens très honorée d'avoir été capable de dire « Quittez cette plage, il va se passer quelque chose ». Fort de l'exemple de la jeune Tilly, l'UNESCO vient de lancer un programme d'éducation sur les catastrophes naturelles à destination des enfants de 160 nations. Une mesure qu'un pays comme Cuba a déjà mise en place depuis plusieurs années. Tous les écoliers apprennent ainsi les gestes qui sauvent lorsqu'un ouragan menace. Partir et rejoindre au plus vite un abri. Une nécessité pour cette île régulièrement balayée par des cyclones dévastateurs. Un attentat en Afghanistan dans la ville de Kandahar. La bombe se trouvait dans un minibus. Elle a tué 10 personnes et fait 16 blessés. Attentat revendiqué par les talibans et qui confirme leur résurrection. Les talibans qui avaient offert l'asile à Oussama Ben Laden avaient été chassés du pouvoir par l'intervention occidentale en novembre 2001. Mais la paix n'est jamais complètement revenue dans le pays. Et aujourd'hui, leur influence progresse à nouveau dans le sud de l'Afghanistan. Reportage à Kandahar de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Gilles Jacquier. Kandahar, l'ancien fief taliban, rattrapé par la guérilla. La police afghane y multiplie les contrôles aux portes de la ville pour empêcher les infiltrations des étudiants en religion. On cherche des armes, des bombes, des kamikazes. Avec le retour du printemps, les talibans sont repassés à l'offensive, comme tous les ans, mais cette année plus nombreux et plus audacieux. On sent et on voit aujourd'hui que les talibans sont très forts, plus forts que ces 4 dernières années. Inspiré par les méthodes irakiennes, le terrorisme des talibans révèle l'impuissance du gouvernement à contrôler le pays. La situation est vraiment très mauvaise. Il n'y a pas de sécurité parce que le gouvernement et la police ne font pas leur travail. À l'exaspération de la population s'ajoute le mécontentement des forces de sécurité. Mal équipés, mal dirigés et cible principale des talibans, ces policiers sont au bord de la rébellion. On fait mal notre travail, c'est vrai, mais parce qu'on n'est pas payé et mal nourri. On ne peut pas se battre, le ventre vide. À la recherche d'une improbable loyauté, le président Karzai multiplie les nominations. À peine arrivé de Kaboul, le nouveau patron de la police de Kandahar reçoit les barbes blanches. Il nous faut plus de soldats, plus de miliciens, réclament les chefs de village. On va se renforcer, promet le nouveau chef, parce que les talibans se montrent le soir et se cachent dans la journée. Devant la mosquée, à l'heure de la prière, chacun a son grief. L'imam, qui vient de prêcher la concorde et le désarmement, se désole de voir la population se rallier à la rébellion. Le peuple des villages fait plus confiance aux talibans qu'au gouvernement. Et c'est ce qui fait leur force. Ces dernières semaines, bavures et maladresses des forces de la coalition n'ont rien arrangé. L'OTAN, qui prendra le relais des Américains durant l'été, devra regagner la confiance des Afghans avant d'espérer réduire l'influence des talibans. En bref, la libération en Algérie du journaliste Mohamed Benchikou. Il a passé 2 ans en prison, officiellement pour des raisons financières ou fiscales. En fait, il a payé pour avoir critiqué le président Bouteflika dans un livre et dans son journal. Les organisations de défense des droits de l'homme s'étaient mobilisées pour lui. On en vient à la Coupe du monde de football en Allemagne. Raymond Domenech demande à ses joueurs de réagir, il demande de l'audace. Il faut lâcher les chiens, a-t-il dit face à la presse, en promettant une équipe plus offensive dimanche face à la Corée. Sur place à Arzen, Manuel Tissier, Vincent Bouffartig. Raymond Domenech ne goûte pas toujours l'exercice, mais aujourd'hui c'était jour de conférence. Retour sur France-Suisse, à froid. Explication, justification, le sélectionneur était très attendu. Et comme souvent, il a insisté sur les points positifs. Exemple, l'échange musclé entre Zidane, Gallas et Thuram en seconde période. Une mise au point tactique étendue qui a ravi Domenech. C'est une preuve de bonne santé mentale, une équipe qui est capable sur le terrain de se bouger. En général, quand ça va pas, vous voyez les mecs qui tournent la tête, chacun dans son coin, qui se débrouillent, et on n'en parle pas. Là, au contraire, ça va dans le bon sens. Domenech est donc un partisan des groupes de parole. Hier, avec Zidane, la discussion a duré un long moment. Les deux hommes cherchent sans doute la meilleure formule pour retrouver le chemin des buts. Dimanche, les Coréens venus observer les Bleus aujourd'hui pourraient découvrir Florent Malouda pour son premier match de Coupe du Monde. Le Guyanais est remis de sa petite intervention chirurgicale
et pourrait remplacer Ribéry. Mais pour le reste, Domenech n'a pas envie de tout chambouler. Je ne vais pas tout jeter tout d'un coup parce qu'on a fait 1-0-0. C'est-à-dire l'équipe a envie, l'équipe elle continue, elle a montré quelque chose et quand on fait le détail, nous, des images, il s'est passé des choses dans ce match-là et on va le renforcer. Raymond Domenech ne va pas révolutionner son équipe pour le match contre la Corée du Sud. Mais quelques ajustements sont sans doute nécessaires pour rendre une copie moins brouillonne. Le sélectionneur osera-t-il faire des choix radicaux et se passer de quelques cadres qui n'ont pas toujours tenu leurs promesses? C'est tout l'enjeu de ces 3 jours qui nous séparent de la rencontre. Et depuis plusieurs jours, le football rythme la vie de plusieurs millions de Français, comme vous peut-être, scotchés devant leur télévision avec des incidences économiques particulières. Exemple, le boom des pizzas. Il se confirme que c'est le menu préféré des footballeurs en pantoufles. Bruno Timsit, Guillaume Fautra. Un match, 2 canapés, 4 supporters affamés. Bonsoir, ça serait pour commander 2 pizzas s'il vous plaît. Foot et pizza, comme une association d'idées, un réflexe, une tradition à respecter. Oh oui. C'est comme les choses qu'on apprend tout petit, ça devient naturel et en fait, quand il y a un match de football à la télé, tu manges une pizza. Tu sais pas pourquoi, mais voilà. Le rush chez les livreurs de pizza, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est toujours un peu avant 21 h, juste avant le début du match du soir. Jusqu'à 60% de chiffre d'affaires en plus certains soirs. Pour maintenir une telle courbe des ventes, il faut que les Bleus jouent mieux que contre la Suisse. Ils vont se reprendre et les ventes vont reprendre avec le poisson. La Coupe du Monde tombe à peu près dans notre fuseau horaire, donc ça veut dire que les matchs sont aux heures des repas, donc ça tombe très bien pour nous, contrairement à la dernière fois où déjà on n'était pas allé très loin, où les matchs étaient décalés et à 3 h du matin les gens mangent peu de pizza. Dur en revanche d'être livreur un soir de match quand on est fan de foot. Avant de remettre les pizzas, il y a des questions essentielles à poser. Est-ce que vous connaissez le score du Brésil pour l'instant? l'instant? Ouais, c'est fait 0-0 là. 0-0 pour l'instant. Il y a 20 minutes de jeu. Oh tiens. Un conseil des amateurs, une pizza devant le foot, pas besoin de couvert, ça se mange avec les doigts. Et si après ça vous avez encore faim, la Coupe du Monde dure encore près d'1 mois. La Coupe du Monde côté terrain maintenant, belle journée pour l'Équateur, facilement qualifié pour les 8e de finale, et pour l'Angleterre qui vient elle aussi de gagner son billet en battant Trinidad et Tobago. Christophe Duchiron. À Nuremberg, avant Trinidad et Tobago Angleterre, la rue était un spectacle, tout en contraste, entre le carnaval des Caraïbes et le festival du mauvais goût, remporté haut la main par les Anglais. Ayant perdu la bataille de l'artistique, les sujets de Sa Gracieuse Majesté comptaient se refaire une santé sur le terrain du foot. Sauf qu'en première période, c'est le festival des occasions manquées, c'est la croisade des tirs croisés, des petites maladresses et des fautes de frappe. Comme d'habitude, les Anglais ont tiré les premiers, mais surtout ils tirent tout le temps et à côté, comme les Français il y a 2 jours. Le monde à l'envers dans ce match qui met aux prises une puissance du ballon rond et un confetti. Mais c'est joli un confetti, c'est jour de fête. Et dire que les Rouges auraient ouvert le score sans un sauvetage miraculeux d'un Anglais. 0-0 au repos. Plus que 7 minutes à jouer, on ne saurait dire si c'est Dieu qui sauve la reine ou Crouch qui sauve l'Angleterre. L'attaquant des Blancs donne l'avantage aux Anglais, 1-0. Et puis Gérard soulage définitivement son équipe en ajoutant un très beau 2e but. Les Anglais ont plus chaud. On croit savoir qu'ils n'aiment pas la chaleur. Équateur-Costa Rica, c'était le derby des Amériques. Duel des petits pays qui nous semblent lointains et qui profitent de l'éclat du mondial pour capter un peu de lumière. Cet après-midi, ce petit Équatorien a bien joué. Comme son équipe sur le terrain qui ouvre le score dès la 8e minute de jeu. Grâce à Tenorio, 1-0. Rendons grâce aux Sud-Américains de pratiquer un football de fête et d'enchanter leurs fans. Déjà victorieux de la Pologne la semaine dernière, les footballeurs en maillot jaune ont surclassé les Costariciens. Delgado creuse l'écart en 2e période, 2-0. Caviedes ajoutera un 3e but. Ce soir, tout un pays est en liesse. Si on aime le foot et l'imprévu, alors on se réjouira de la qualification de l'Équateur pour les 8e de finale. Autre qualifié, l'Allemagne qui a engrangé sa 2e victoire face à la Pologne hier, 1-0 après de nombreuses tentatives, dont celle-ci. Le but a finalement été marqué par Neuville dans les arrêts de jeu. Et en marge de la rencontre, les premières échauffourées de ce mondial ont éclaté à Dortmund entre Allemands et Polonais. Affrontement aussi contre les forces de l'ordre. 300 supporters ont été arrêtés. Avant de refermer ce journal, un hommage à Raymond DeVos, disparu ce matin, et qui abordait souvent ce thème de la mort dans ses sketchs. On l'écoute. Je vais vous jouer « Parlez-moi d'amour ».
Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. Vous savez, gens intelligents. Je voudrais mourir sur scène, comme Molière. Même pas dans un fauteuil, un strapontin suffirait à ma gloire. C'était en 1987 lors de la nuit des Molières. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte, Ségolène Royal et l'invité de Gilles Leclerc. La météo, Patrice Drevet, 20h50, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly. Très bonne soirée, tout de suite, question ouverte.